Bonjour à tous et bienvenue. L'équipe de France de basket s'est imposée pour son entrée en lice aux Jeux Olympiques en disposant du Brésil de 12 points. Un succès toutefois laborieux qui faisait suite à une préparation ayant essaimé les doutes avec ses 4 défaites consécutives. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie d'aborder l'équipe de France de basket, qu'un véritable tournant de son histoire moderne. Un tournant de par l'arrivée évidemment de Victor Wembanyama dans l'équipe, mais également pour se relever après des campagnes un petit peu décevantes. On se rappelle l'été dernier cet échec fracassant à la Coupe du Monde aux Philippines avec des ambitions avouées pour finalement complètement se vautrer au premier tour. Et auparavant il y avait cette médaille d'argent à l'Euro, une médaille en trompe-l'œil avec beaucoup de réussite, d'excellentes lectures quand même sur pick and roll, plein de lancers francs ratés par les adversaires, mais un jeu qui n'était pas vraiment satisfaisant et qui montrait pas mal de faiblesses. Cela faisait évidemment suite après l'apogée de cette génération-là, d'un cumul de certaines générations, ayant conduit l'équipe de France à l'argent pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et donc pour cet été, le staff de l'équipe de France avait promis des choix forts, on se rappelle, lors de cette Coupe du Monde aux Philippines, on attendait beaucoup de choses. Sauf que bien souvent, avec la Fédération Française de Basket et l'équipe de France, ça reste une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a pas eu tant de changements que ça, néanmoins le staff a insisté avant, pendant et après cette préparation sur 2 points clés, retour à une identité défensive et à davantage de partage de la balle en attaque. L'identité défensive, c'est évidemment ce qui a fait le succès de cette équipe de France lors de ces 15 dernières années, puisque derrière sa superstar Tony Parker, il y avait un véritable collectif avec des joueurs besogneux qui ont accepté leur rôle, une hiérarchie claire, et certains qui se sont littéralement sacrifiés pour le bien du collectif. L'idée, c'est de revenir un peu là-dessus avec évidemment une superstar, Victor Wembanyama, sauf que d'un coup, forcément, la hiérarchie de l'équipe, elle est totalement bouleversée, et j'irai même plus loin, elle n'est même pas faite. La préparation et le premier match l'ont bien montré, notamment dans les postes extérieurs et même dans les rotations intérieures, et bien t'as pas vraiment de hiérarchie derrière Victor Wembanyama. Il y a quelques profils un peu qui se dessinent. Alors certains vont dire que d'un côté c'est une force parce que le danger peut venir de n'importe quel homme du banc, pourquoi pas. De l'autre côté, certains vont dire que ça montre plutôt une faiblesse d'ensemble. Et donc dans ces deux idées, la défense et le fait de donner plus la balle en attaque, il y a beaucoup de choses à dire. Premier point sur la défense. En effet, on veut construire sa identité. Il y a eu donc ce mythe immédiatement, Wembanyama-Gobert. C'est vrai que sur le papier, ça peut être très bien. Sauf que déjà, principalement en jeu FIBA, ça limite énormément en attaque. Principalement sur le spacing, on voit que c'est pas forcément évident en termes de complémentarité. C'est pas tellement le problème, Wembanyama-Gobert. C'est ce que tu mets autour de ces joueurs-là. C'est-à-dire, est-ce que tu as des joueurs qui sont capables de driver, de pénétrer, de porter la balle également, et donc de profiter d'avoir 2 tours, notamment pour balancer un petit peu des alloops, etc. avec un Wembanyama qui peut être un petit peu au large, mais pas trop. Là, le problème qu'on voit, c'est qu'on a un Wembanyama très au large, même qui se fait repousser, et donc qui doit faire de véritables prouesses pour marquer. Dans le même temps, c'est un jeu, si tu joues avec ces deux grands, tu as besoin de coupe, tu as besoin de jeu sans ballon, ce que l'équipe de France aujourd'hui n'a pas. Et ça, on arrive sur le deuxième point, le fait de partager la balle. Ok, c'est bien beau, mais quand tu n'as pas d'écran non porteur, et que tu as très peu de joueurs sans ballon, l'un des rares étant Isaiah Cordigné, qui d'ailleurs, on le voit, a une utilité et un vrai rôle dans le groupe, et qui sans doute aura davantage de responsabilités, et on remarque que rapidement tu es limité. Parce que Nando De Colo a été un très bon joueur sans ballon, époque CSKA Moscou, on se rappelle, toutes ses coupes lignes de fond avec les Teodosic, le nombre de points qu'il a mis avec beaucoup de filouterie et aussi en jouant bien de l'épaule, etc. Aujourd'hui, c'est surtout un mec qui veut avoir la balle entre les mains. Donc forcément, tu es limité. En défense, pour le coup, alors ça a été satisfaisant parfois, néanmoins, on remarque que l'équipe de France se fait bouger quand elle rencontre de l'impact physique. Parce qu'on a toujours ce mythe, en effet, oui, les joueurs français sont très athlétiques, alors oui, on saute, etc. Mais souvent, à l'impact physique, on se fait recevoir. Alors pas forcément à l'intérieur, on l'a vu notamment quand Yabou Sélé ou Mathias Le Soré rentrent, dans tous les chocs, etc. On voit qu'on est présent. Andrew Albissi au poste de meneur de jeu, alors certes, c'est pas le plus grand, mais il va enquiquiner, il va être dans les cannes de tout le monde, et en effet, il est très enjambé. On a des joueurs qui sont capables de rester là-dessus, mais Andrew Albissi, à un moment donné, il y a la limite de la taille. Et le reste sur les postes extérieurs, on remarque que quand on prend des impacts, on les subit. En défense comme en attaque, pour se sortir des écrans, etc. C'est une véritable galère. Donc ce qui devait être ta force, l'impact physique, la dureté, on remarque que c'est pas forcément le cas. Et que des fois on a eu du mal à défendre un 5. Néanmoins, si on prend ce match d'ouverture face au Brésil, après une entame absolument catastrophique, on prend le 3e, 4e quart-temps, alors certes bien aidé par des Brésiliens émoussés qui ont en plus fait des erreurs très stupides, même si Huertas, quel joueur, j'ai envie de dire, encore à 41 ans, on a quand même imposé davantage en défense. Pourquoi? Parce qu'en face, c'était pas une équipe très très dure physiquement. On l'a vu dans la préparation, souvent étant en difficulté à ce niveau-là, et l'impact espéré en défense, pour le moment, on le voit, mais on ne le voit pas assez. On n'est pas encore capable de mettre une pression, on va dire, à tous les postes. Alors, oui, des fois, un Bilal Koulibaly va beaucoup apporter. On l'a vu, un Nicolas Batum a été excellent défensivement, notamment quand il a pris le meneur de jeu en face, Huertas. Mais on a énormément de problèmes à défendre sur les pick and roll.
peut-être qu'on n'est pas assez varié dans ces systèmes-là, donc c'est un peu en progression, c'est un chantier. Dans le même temps, certains vont te dire, il y en a qui sont très bons en défense, pas en attaque, et vice-versa. Donc on voit que la défense, ok, on est quand même pas mal, mais que vu la composition de cette équipe et la sélection qui a été faite, l'équipe de France ne pourra pas aller loin dans cette Olympiade si elle prend plus de 80 points. On va être très honnête, il n'y a pas le talent offensif aujourd'hui, c'est même pas le talent, c'est la complémentarité offensive et aussi le temps pour reconstruire une nouvelle équipe parce qu'on veut partir sur quelque chose de complètement neuf. C'est très compliqué de le faire en 3-4 semaines parce qu'on rappelle que le niveau international, il est de plus en plus relevé. C'est-à-dire qu'à chaque compétition, tu te dis « Ah d'accord ». Il y en a plein qui sous-estimaient le Soudan du Sud. J'en parle depuis un moment. Le Soudan du Sud, personne ne veut les prendre, même à Porto Rico. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est évidemment champion en titre du monde, mais il n'y a pas que ça. Depuis des années, ce n'est pas l'Allemagne d'il y a 10 ans. Quand on voit la Grèce, quand on voit la Serbie, peut-être que l'Espagne a un creux générationnel, mais il n'y a pas de nation faible. Forcément, encore à fortiori une Olympiade. Là, Brésil, c'était un peu plus faible, Japon aussi. Et tu te dis, ok, on va se prévisionner en quart, il n'y aura pas de nation faible en quart, on va être très clair, le niveau a beaucoup augmenté. Donc, on en arrive à cette sélection de l'équipe de France. On a fait le choix de ne pas avoir de pétard ambulant, ni de Sylvain Francisco, ni de Dani Riffi, ni d'Ilio Kobo. Alors, peut-être que c'était le choix fort. On attendait, comme je dis, les choix forts. Au final, il n'y en a pas tellement eu, même si le staff nous répondra que les choix forts, ils sont en train de les faire sur le terrain, en utilisant peut-être moins certains cadres. On peut penser à Evan Fournier ou Rudy Gobert pour donner la chance à davantage de joueurs. Donc on a fait le choix vraiment en ajoutant un petit côté athlétique qui manquait avec Franck Ntilikina, sauf qu'il n'a pas joué depuis quand même très longtemps, il a pas mal de blessures. On a pris ses 3 meneurs de jeu, un Mathieu Strazel qui a fait pour le coup une très bonne préparation, là il n'a pas été énormément utilisé. Et on a gardé en pétard ambulant sur le banc un soldat, Nando De Colo, qui en préparation sur les 2 derniers matchs Canada et Australie, alors certes il y a la défense horrible face à l'Australie, mais quand même, il a apporté quelque chose à la création. Un petit peu au scoring face au Canada, 11 points. Et je crois 5 pas ici face à la Serbie. Là, ça n'a pas marché du tout face au Brésil. On imagine qu'il sera relancé. Mais encore une fois, comme je le dis, là, quand il est sur le terrain, il a beaucoup de responsabilités, il prend beaucoup la balle, etc. Et il va jouer du pick and roll. Parce que nous, c'est un gros problème, c'est qu'on joue quasiment tous sur du pick and roll, alors qu'on n'a pas de joueur de pick and roll quasiment. Le meilleur joueur de pick and roll, c'est Tom Hortel. Donc il n'est pas pris, parce qu'il est en Russie. Et le deuxième meilleur, c'est Nando De Colo, qui a eu cette blessure avant la cheville. Est-ce qu'elle a été complètement guérie? Ça, c'est encore autre chose. Parce qu'il fait quand même une saison correcte en attaque en Euroleague. On peut revenir sur la défense. En Euroleague, il reste un joueur correct, je veux dire. Offensivement, sur la création, sur tout ce que tu veux. Là, on n'a pas encore senti tout ça. Mais il a essayé de faire vivre la balle. On rappelle qu'en préparation, on a décidé de cutter Okobo, Ifi et Francisco, qui n'étaient même pas là. Donc, on sait que beaucoup de responsabilités vont lui revenir. Le problème, c'est aujourd'hui, tu fais quoi en pick and roll? Pourquoi jouer autant sur le pick and roll central alors qu'on n'a pas forcément peut-être les joueurs pour cela? On aurait peut-être des joueurs avec un bon QI basket, on essayerait peut-être de libérer davantage un Wembanyama parce que là en fait tout est dessus. Il vampirise l'attaque, mais même pas malgré lui, c'est malgré lui quelque part. Parce qu'en fait on le trouve très rapidement dans les systèmes et tout, et donc la défense forcément elle s'adapte et il a besoin de faire des miracles. Face au Brésil, il a 5 minutes d'extraterrestre qui permettent à la France de repasser devant. Sinon, c'est très pauvre. Et là, le véritable souci, c'est que tu as un mec qui est un excellent passeur, il l'a montré lors de la deuxième partie de saison NBA avec les Spurs, et ça ne coupe pas, on n'est pas capable de jouer sans ballon, on n'est pas capable de bien gagner sa position à l'intérieur à part Mathias Le Sort. D'ailleurs, on a vu cette relation à un moment donné qui a été faite, on a vu des coupes d'idées à coordonner des fois, ça manque cruellement de jeu sans ballon et d'écran de reporter, vous avez Wembanyama. Et on va être très clair, l'un des soucis de cette équipe de France-là, c'est ce qu'on la surcote pas. Attention, ce sont tous des très bons joueurs. Sauf qu'il faut voir, on a des joueurs qui n'ont pas joué depuis des années. Evan Fournier, Franck Ntilikina, qui sont censés être des leaders, surtout Evan Fournier. Et on n'a pas réussi à trouver de rôle actuellement pour Fournier, qui est cible de pas mal de critiques. Dans l'attitude, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il force pas les shoots. Il est dans le collectif, il essaye de défendre. Il n'y a absolument rien à dire à ce sujet-là. Là, on l'a limité à 13 minutes. Il met quand même 7 points, des paniers importants, surtout en début de match, quand il y avait quand même un peu de tension, on sentait que le groupe était inhibé. Il faut lui trouver un rôle, parce que si Evan Fournier passe de ton numéro 1 en attaque pendant des années, alors peut-être qu'à la Coupe du Monde, on a trophée, etc. Je dirais quand même que beaucoup ne voulaient pas la balle non plus. Donc c'est trop facile de dire qu'il a croqué. Oui, il a un peu cette partie-là. Mais il a porté l'équipe pendant des années offensivement. Avec Nando De Colo, bien souvent. Si on n'a pas d'extérieur capable de tourner à plus de 10-12 points par match, Wembanyama sera trop ciblé. Donc il faut arriver à trouver ça et trouver un rôle pour Evan Fournier, qui pour le moment n'a pas encore été dessiné. Il était 6e homme, ensuite il est devenu titulaire. Ça tâtonne. Pour De Colo, à un moment donné, il joue plus en préparation, il joue plus, ça tâtonne. De Colo, il était blessé une grande partie de la saison. Mais en même temps, on a quoi d'autre? On a Andrew Albissi qui est un joueur d'Eurocup très bon, qui est un joueur de devoir et qui a fait une excellente entrée encore à ce niveau-là. On a Mathieu Strazel qui est un joueur d'Euroleague, qui a un rôle en Euroleague, c'est un joueur de complément en Euroleague, il n'y a pas de souci, qui est un petit jeune. On a Cordiné qui prend quand même des galons en Euroleague, ça reste un joueur de complément en Euroleague, un bon joueur de complément devrais-je dire en Euroleague. Et on a Nicolas Batum qui est un parfait, alors le glue guy, le mec qui met de l'huile dans les rouages, s'il met 19 points, évidemment il y a les 3 points, il y a tout. On l'a vu plus agressif avec la balle, aussi dans le jeu sans ballon, à driver davantage.
eh ben, il y a besoin d'avoir du drive, parce qu'en fait, cette équipe à l'extérieur, elle n'en a pas. Bilal Koulibaly, pour le moment, c'est pas trop son jeu, il joue vraiment un peu en 3&D, c'est-à-dire un peu de 3 points et beaucoup de défense. Faut pas oublier que c'est un très jeune, il a que 20 ans, donc on peut pas non plus tout faire reposer sur lui. Donc il y a besoin, comme on est les cadres aussi, ramènent un peu cette alternance pour libérer Victor Wembanyama. Sauf qu'en effet, ça se fait pas comme ça, les défenses, elles s'adaptent. Donc on en revient en fait à ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de France-là? On voit le secteur intérieur, on dit « Mamma mia !» Parce qu'on n'a pas parlé d'un homme qui est aujourd'hui la deuxième arme offensive depuis des années de l'équipe de France, c'est Guerschon Yabusele, le joueur le plus régulier en défense et en attaque depuis 3 ans. Alors c'est vrai, là il n'a pas eu beaucoup de réussite lors de son premier match face au Brésil, il a fait une excellente préparation, mais il n'a pas de play pour lui. Il n'a pas de système réellement pour lui, il prend des miettes à un moment donné quand on va écarter un petit peu, parce qu'il y a quand même cette volonté de se passer la balle, et des fois il va avoir un 3 points un peu ouvert, il a un excellent pourcentage, alors là il ne l'a pas eu sur ce match-là face au Brésil, il donne tout, mais on aura besoin d'un grand Guerschon qui pour le moment n'a pas de problème. Mais à un moment donné, on n'a pas de play pour lui. À un moment donné, pourquoi on ne va pas le chercher post-up, etc. Et en fait, ça pose la véritable question des choix forts. Parce que Yabusele, on se rend compte que c'est complémentaire avec Wembanyama, qu'on a besoin, simplement l'équipe de France a besoin d'une deuxième arme offensive régulière capable de mettre une dizaine de points. Sauf que si tu mets Yabusele, tu ne mets pas Rudy Gobert. À un moment donné. Et le problème il est là, c'est aussi une gestion de groupe avec tous les égos qu'il peut avoir. Et les statuts, c'est pas forcément évident. C'est des mecs qui ont tenu l'équipe de France. Et Gobert a tenu l'équipe de France aussi pendant des années avec Evan Fournier. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est pas le niveau des joueurs. Déjà, c'est FIBA. C'est pas comme en NBA. Maintenant, tu dois régler à la fois les questions de spacing, à la fois les questions de défense et en attaque. Et selon les oppositions. Donc maintenant, il va falloir être malin. Et si tu veux vraiment qu'on soit autour du Wembanyama, il faut lui trouver des joueurs complémentaires autour de lui afin de le décharger un petit peu de pression. Et pourquoi pas le trouver plus près du cercle comme on l'a fait face au Brésil. On s'est rendu compte qu'il a pris beaucoup plus de shoots. Ça montre qu'il y a quand même une adaptation du staff. Et il a été quand même un peu plus efficace parce qu'on l'a trouvé plus facilement. Il avait moins d'exploits à réaliser. Sauf que si tu joues comme ça, et ben Rudy Gobert, tu dois quelque part aussi un petit peu t'en passer. Donc en effet, c'est difficile. Et sans choix fort, on va être très clair, cette équipe de France, elle n'ira pas forcément très loin. Parce que là, si on prend que sur le papier, à l'intérieur, on a 2 joueurs dominants d'Euroleague. Le Sort et Yabusele, un joueur dominant quand même en NBA, Rudy Gobert, on peut dire ce qu'on veut, et Victor Wembanyama, une superstar. Pas de Vincent Poirier parce que malheureusement le pauvre s'est blessé dans la préparation. Dans les secteurs extérieurs, on a un jeune qui est un joueur de complément d'Euroleague, Strazel, c'est très bien. Un joueur d'Eurocup très bon, Andrew Albissi, super coéquipier. Franck Ntilikina qui n'a pas joué depuis malheureusement des saisons, qui va, j'espère pour lui, faire une pleine saison d'Euroleague en retournant en Europe. Evan Fournier qui n'a pas joué malheureusement depuis quelques années. Nando De Colo qui a été blessé une grande partie de la saison. Isaiah Cordigné qui est un joueur de complément d'Euroleague, un bon joueur de complément d'Euroleague. Bilal Koulibaly qui est un petit jeune, sa première compétition internationale. Et Nicolas Batum qui a c'est un role player en NBA, mais quelqu'un est très important, adoré par tous les grands joueurs. Quand on regarde et qu'on compare aux autres nations, on voit qu'il y a quand même une différence. C'est pas que les joueurs sont mauvais, etc. C'est que les circonstances font que tu n'es pas forcément au summum de tes capacités. Alors après, c'est un choix de la sélection, c'est un choix du staff. Je sais qu'à l'intérieur du staff, beaucoup n'osent pas challenger Vincent Collet. Certains disent « Ah, on a un petit peu abandonné, etc. » Et que c'est vrai que dans cette fédération, on ne peut pas dire grand-chose. Alors peut-être qu'ils auront raison, il y a l'avantage de jouer à la maison, cette libération après cette première victoire. Mais en fait, aujourd'hui, cette équipe de France, c'est une équipe en reconstruction. Je comprends, c'est Paris et tout le monde rêve, on n'arrête pas de se fantasmer, oui, la finale contre les Américains. Mais déjà arriver en quart et passer le quart, ce sera bien, parce qu'aujourd'hui, tu as une équipe en reconstruction qui attend en fait la nouvelle génération des Zachary Rizaché, des Nolan Traoré, etc. Mettez qui vous voulez, des Bilal Koulibaly qui arrivent, de Mathieu Strazel et tout le reste. Et entre-temps, tu as forcément un creux comme c'était arrivé avant. Sauf que la chance qu'on a eue, pourquoi on n'a pas eu tant de creux, c'est qu'après la génération Parker, arrive Batum, Antoine Dio, les Thomas Hurtel, les Alexis Aginsa, et derrière, tu as du Nando. T'as même Nando avant, et derrière t'as Evan Fournier et Rudy Gobert. Ce qui fait qu'en fait il y a eu un alliage et tous les 2 ans on amenait 2-3 joueurs. Là c'est un peu moins le cas, il n'y a que Guerschon vraiment qui a été ajouté, et maintenant Cordigné qui arrive un petit peu. Okobo n'a pas réussi à vraiment trouver encore complètement sa place. Donc c'est pour ça, il faut être patient. Alors, je sais que c'est pas le discours que les gens veulent entendre, et tout le monde rêve de cette finale face aux Américains, mais à un moment donné il faut raison garder. Les 2 dernières campagnes ont été très difficiles en termes de jeu. La médaille d'argent en 2022 a aveuglé beaucoup de monde, peut-être pas forcément le staff et certains joueurs. Faut pas se voir plus beau qu'on est avec toutes les difficultés que certains joueurs ont eues dans leur saison, dans leur club respectif. Donc voilà, j'espère que j'ai fait un petit peu le tour. Évidemment, on souhaite bonne chance à l'équipe de France de basket masculine et féminine, parce que les filles, j'ai quand même hâte de voir après cette préparation enthousiasmante. Alors peut-être c'est du basique, c'est du basket des années 90-2000, mais là pour le coup, contrairement aux hommes, et je terminerai là-dessus, elles courent. Le gros problème avec l'équipe de France, c'est ça aussi, c'est que oui, on va mettre de l'intensité défensive, on veut se passer la balle, etc. Mais on oublie une chose fondamentale, c'est que le basket, ça se passe avant tout sans ballon. Parce qu'il y en a un seul qui a le ballon, il y en a 4 qui ne l'ont pas. Et quand on n'est pas capable, après avoir pris le rebond et bien défendu, d'aller en transition, malheureusement, vu les capacités de cette équipe, je pense qu'on n'ira pas très loin si on n'arrive pas à corriger cela. Quand même, petit motif d'espoir, dans le dernier match face au Brésil, on a quand même vu des améliorations aussi à ce sujet. Bref, je terminerai ainsi. Keep the faith.